Bonjour, je suis Yannick Menesseur. Je suis maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg, également magistrat et expert associé à l'Institut Robert Badinter. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette série de streams chroniques IA et numérique, qui est un stream qui a pour objectif de vulgariser les enjeux de l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans le droit et la justice. Vous allez avoir une série de courtes vidéos pédagogiques qui, j'espère, pourront éclairer les débats de manière neutre, objective et informée. En France, l'emploi de l'informatique comme levier d'amélioration de l'efficacité de la justice s'inscrit dans une stratégie de modernisation datant de l'apparition des premiers calculateurs. Après avoir permis de centraliser la mémoire de la justice pénale, d'industrialiser la production de documents dans les tribunaux et de gérer électroniquement les affaires, de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les blockchains, contribuent désormais à recomposer en profondeur l'offre de justice en rendant possible une dématérialisation totale des processus, la résolution des litiges en ligne et des analyses statistiques avancées de la jurisprudence. Les Legal Tech se présentent comme les principaux artisans de ces innovations, à s'approprier avec pragmatisme et enthousiasme les outils d'une justice numérique du XXIe siècle. Cette effervescence semble toutefois bien abstraite pour les acteurs de terrain dans les juridictions qui dénoncent régulièrement de leur côté l'obsolescence de leur propre système d'information et les difficultés à capitaliser les bonnes pratiques. Cette vidéo, réalisée avec le concours des étudiants du Master 2 Cyberjustice de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'Université de Strasbourg, vise à objectiver les discours et les représentations de la transformation numérique de la justice, notamment au travers de la capitalisation de professionnels qui sont intervenus durant 3 ans. Bon visionnage. La justice française et le numérique. C'est une longue histoire et elle est pleine de surprises. On a souvent l'image d'une institution un peu à la traîne, mais en réalité, elle a été pionnière. Sauf que ce départ en flèche a aussi créé des défis assez inattendus. Allez, on explore ensemble ce parcours fascinant des tout premiers ordinateurs jusqu'à l'intelligence artificielle. En 2018 déjà, la garde des Sceaux de l'époque, Nicole Belloubet, avait bien résumé l'enjeu. Pour elle, le numérique, ce n'est pas juste un gadget, un outil de plus. Non, c'est le cœur du réacteur. C'est dire à quel point cette transformation était déjà vue comme absolument centrale pour l'avenir de la justice. Alors, pour y voir plus clair, on va découper notre analyse en 4 temps. On commencera par l'histoire et vous allez voir, elle est assez surprenante. Ensuite, on se penchera sur les défis et les critiques que tout ça a généré. Puis, on verra comment le ministère tente de répondre aujourd'hui. Et pour finir, on jettera un œil vers le futur, l'intelligence artificielle et les données. C'est parti pour la première étape, l'histoire. Et là, je vous préviens, ça risque de bousculer quelques idées reçues. On imagine souvent la justice comme étant très en retard sur la technologie. Eh bien, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la justice a été une vraie précurseur. Dès 1966, elle s'équipait de calculateurs. Et tenez-vous bien, en 1967, une commission de l'informatique était déjà créée. On est donc très loin de l'image d'une institution qui aurait peur du changement. En gros, cette histoire s'est déroulée en 4 grandes phases. D'abord l'ère des gros ordinateurs centraux, avec par exemple la création du casier judiciaire national. Ensuite, dans les années 80-90, c'est l'âge d'or de la micro-informatique. L'innovation venait directement du terrain, des tribunaux. Dans les années 2000, on a tenté de tout recentraliser pour uniformiser. Et aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère, celle des legal techs et de l'IA, où l'innovation vient beaucoup du secteur privé. Et c'est là que le bas blesse. Ce formidable patrimoine d'innovation locale, cet avantage qu'on avait au départ s'est transformé en dette technologique. Un vrai paradoxe. On s'est retrouvé avec une accumulation de plein de logiciels différents, souvent incompatibles, vieillissants, bref, un millefeuille qui a rendu toute modernisation d'ensemble très, très compliquée. On passe maintenant à notre deuxième partie. On va voir comment cette fameuse dette a alimenté pas mal de frustrations et de critiques bien réelles sur le terrain. Les critiques, elles sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord la peur de la déshumanisation, bien sûr, mais il y a aussi des choses plus techniques, comme le fait qu'on n'a pas assez écouté les besoins réels des agents sur le terrain. Certains reprochent aussi aux outils de servir une logique de gestion, de chiffres, plutôt que d'aider au travail judiciaire. Et puis, le point qui revient tout le temps, c'est ce décalage entre les grandes applications nationales et la réalité du quotidien dans les tribunaux. Et pour illustrer ça, il y a une histoire incroyable, celle de l'application JCP. Imaginez la scène, un juge en a marre de passer son temps sur des tâches répétitives. Alors sur son temps perso, il code un petit logiciel tout simple pour automatiser le travail. L'outil est tellement génial qu'il se propage de bouche à oreille chez ses collègues. Un vrai succès. Mais, du point de vue de l'administration, ça reste un outil pirate, ce qu'on appelle du shadow IT.
Bon, face à tous ces défis, que fait l'institution? On va voir maintenant comment les choses sont en train de changer avec une approche qui se veut plus pragmatique, plus connectée au terrain. Un nouveau plan a été lancé en 2023 avec des objectifs très concrets pour répondre aux problèmes du quotidien. D'abord, le fameux zéro papier d'ici 2027. Ensuite, et ça c'est crucial, mettre de vrais informaticiens directement dans les tribunaux pour aider au jour le jour. Et enfin, simplifier la vie de tout le monde avec un portail unique pour les citoyens. Et ça commence à porter ses fruits. Un bon exemple, c'est Mon Suivi Justice, un outil développé par l'incubateur du ministère. L'idée est toute simple, un rappel par SMS pour les convocations. Eh bien, ce petit SMS a fait baisser de 30% les absences aux audiences. 30%. C'est la preuve qu'une solution simple, agile et pensée pour l'utilisateur peut avoir un impact énorme. Allez, on se projette un peu, parce que la prochaine grande vague de transformation, elle est déjà là. C'est celle de l'intelligence artificielle et de l'utilisation des données. 2 rapports très importants viennent de poser des bases, un du ministère et un autre de la Cour de cassation. Et ils disent la même chose sur un point essentiel, l'IA, oui, mais comme une aide, un assistant pour la recherche, la synthèse. Jamais pour remplacer le juge. Le principe, c'est l'humain au centre. La décision finale doit toujours rester humaine. L'autre grand sujet d'avenir, c'est ce qu'on appelle l'open data. Sur le papier, l'idée est géniale. Rendre toutes les décisions de justice publiques et accessibles, pour plus de transparence. Mais dans la réalité, c'est un vrai casse-tête. Parce que ce projet se heurte à un dilemme. D'un côté, on veut la transparence. Mais de l'autre, il y a d'énormes défis techniques pour anonymiser les décisions et de vrais risques pour la vie privée, ou même le risque de profiler les juges. C'est pourquoi un rapport récent suggère de ne pas tout ouvrir à tout va et de prioriser la sécurité. Finalement, tout l'enjeu de cette transformation, il tient dans cette question. Est-ce que le numérique peut nous donner une justice à la fois plus rapide, plus efficace, mais aussi plus humaine? Ou est-ce qu'on doit choisir? C'est le défi fondamental que des décennies de transformation numérique continuent de nous poser.